Reprise de la séance. Alors, page 49 sur les émotions. Donc, voilà, Seth venait d'expliquer qu'ils n'avaient pas peur, eux, d'être entraînés par leurs sentiments. Et le paragraphe suivant, il va dire que les émotions fortes des autres, par exemple, ne nous font pas craindre pour notre propre identité. Donc, je pense que bon, ça correspond à l'exemple que je donnais juste avant la pause, le fait que de cette escalade des émotions qui commence par une expression plutôt violente, verbale, et qui petit à petit peut devenir physique, donc avec des coups, des blessures. Bon. Donc eux, ils ne craignent pas ça. Ils n'ont pas de... par rapport à leur identité propre, déjà ils n'ont pas de corps physique, donc on peut comprendre qu'effectivement les émotions telles qu'ils les vivent, c'est une information. Ils ont vraiment la relation qu'ils ont entre eux, elle est là jusqu'à maintenant, en tout cas, elle n'est pas vraiment définie. Mais en tout cas, n'ayant pas de corps physique ou ne craignant pas pour un corps physique quand ils sont dans une réalité physique, parce qu'ils dépassent ça. Ils ont une vision plus large que la réalité physique. Ils savent que c'est qu'une personnalité. Et là, Seth, dans la personnalité qu'il est en train de vivre, n'a pas de corps physique. Donc, il n'y a pas de... on voit tout de suite qu'il y a une distinction. Si on n'avait pas à craindre pour notre corps physique, je dirais, moi, c'est un petit peu ce qu'on peut voir chez les enfants, par exemple. Il y a un âge où les enfants, oui, ils ont peur des parents. Bon, voilà, si les parents les grondent un peu, ils ont peur. Et puis il y a un âge, quand ils deviennent adolescents, ils deviennent aussi forts que les parents, et puis ils prennent conscience que de toute façon, mais on n'est pas là pour leur faire du mal, les parents, les adultes. Donc ils vont dire à un moment donné, mais en fait, on peut rien me faire. Ils ne craignent plus rien. Donc c'est juste une engueulade. Et à un moment donné, pour exister, pour créer leur personnalité propre, ils vont s'exprimer, ils vont chercher à s'exprimer. Bon, je sais pas si c'est pas forcément le chemin que vont prendre toutes les personnes, tous les adolescents en tout cas, mais bon, ça peut arriver en tout cas chez certains de dire, à un moment donné, voilà, je ne crains rien physiquement chez le parent en face de moi, donc il peut rien me faire et voilà, et il est prêt à crier, à hurler, et donc c'est comme si les émotions étaient mieux vécues quelque part. Elles sont assumées parce qu'il n'y a plus de cette crainte physique. Donc vous voyez, ça complète peut-être aussi cette vision qu'on peut avoir par rapport aux émotions. 7 continue en disant, phrase suivante, que nous pouvons voyager dans les émotions. Et dans, il a demandé à Robert de le souligner. C'est un mot important pour lui. Nous voyageons dans les émotions. D'une manière qui ne vous est pas naturelle aujourd'hui. Et les traduire en des facettes de créativité avec lesquelles vous n'êtes pas familier. Bon. Il y a un côté un peu vexant des fois. Je sais que c'est pas du tout la volonté de Seth, mais c'est-à-dire que lui, il fait vraiment de son mieux pour nous donner des informations, pour nous faire réfléchir, nous faire découvrir, nous interroger par rapport à la manière dont est constituée la réalité autour de nous. Et là, il parle des émotions en disant, bon, bah, nous, voilà, on a un voyage à l'intérieur, mais ce que je vous dis, finalement, vous pouvez pas forcément comprendre. Quelque chose qui n'est pas naturel pour vous, ou des facettes de créativité
vous n'êtes pas familier avec ça. Donc c'est pas interdit effectivement pour nous d'y avoir accès, mais c'est pas direct, c'est pas naturel, c'est pas instinctif. Bon. Instinctif dans le sens justement le mot que j'utilise est ambigu. Euh, c'est pas spontané en tout cas. Et je pense que si on laisse plus de part justement à l'intuitivité, on devrait pouvoir y avoir accès. Donc c'est une utilisation, une manière de vivre les émotions beaucoup plus forte, beaucoup plus intense, et également beaucoup plus acceptée quelque part. Parce comme il n'y a pas cette crainte dont on a assez longtemps parlé avant, et bien voilà, c'est assumé complètement. Il préfère le vivre. Voilà, je rentre dans mon émotion. Je suis en train de vivre ça. Il n'y a aucune raison que je cache, surtout à moi-même, ce que je suis en train de vivre. Hein, c'est ce que je comprends de ce que c'est dit. Donc voyager dans les émotions et les traduire. Et il parle de créativité. Les émotions sont retraduites sous forme de facettes de créativité. Pour le moment, voilà, qui est compliqué pour nous d'y avoir accès. Donc, si on comprend ou on accepte que les sens internes sont sont l'équivalent des émotions. Là, je dis très grossièrement, parce qu'encore une fois, Seth va l'expliquer plus tard en détail. Mais en tout cas, on va dire, pour faire une symétrique. Les sens internes, c'est un peu comme des émotions, c'est quelque chose que l'on ressentirait, qui vient de notre moi interne, qui nous donne des informations, qui va donc nous parcourir. Ce que nous, on peut ressentir est beaucoup plus faible que ce que Seth ressent. Donc, on imagine des émotions extrêmement fortes, puissantes. Et malgré tout, c'est justement pour eux l'occasion d'aller les expérimenter, d'aller vivre. Ça fait partie de leur expérience. Donc, ils vont les vivre entièrement. Qu'est-ce qui se passe par rapport à telle personne? Qu'est-ce qui se passe par rapport à telle situation? Qu'est-ce qui fait que je ressens cette émotion pour le moment? Ça fait partie de leur expérience. Donc, ils sont plongés dedans. Nous, on va faire ça spontanément avec des émotions qu'on va appeler positives. La joie, l'amour, voilà, tout ce qui est de l'ordre de ce qui est léger. Je ne sais pas si quand on est dans la tristesse, le désespoir, la haine, enfin, voilà, des émotions comme ça qui peuvent être assez fortes, est-ce qu'on a envie vraiment de rester avec et de les vivre? Là, j'ouvre un peu une parenthèse par rapport à ça. Si on regarde la réaction spontanée du corps, il y a une attitude physique quand même qui est liée à la manière dont on vit les émotions. La colère, on va plutôt être dans on se prépare à aller vers quelqu'un d'autre. Alors, pas effectivement pour lui faire un gros baiser sur le front, peut-être plutôt pour être prêt à s'affronter et à défendre sa position. Les colères sont en général souvent issues de... C'est quand on sent qu'il y a une injustice. Donc c'est vécu quand on doit défendre une position que l'on considère comme normale. Mais ça c'est normal, je dois le vivre, je dois le faire, c'est normal. Et la colère intervient parce que c'est comme si on n'est pas compris, quelque chose qui pour nous est évident n'est pas accepté en face, n'est pas autorisé. Donc on va défendre son idée, et donc on est prêt au combat physique pour défendre son idée. Donc c'est une préparation à l'échange. La joie, on va s'ouvrir, sourire, on va aller vers les autres, on bombe le torse quand on est heureux. Tous les sentiments qui sont liés à la tristesse, c'est en général au contraire une fermeture du corps, des épaules, le regard qui se baisse,
même on pleure, donc c'est flou, on n'est plus vraiment en interaction avec le monde extérieur. Le corps, spontanément, nous invite à nous refermer. On ressent de la fatigue, on n'a pas envie de bouger, on n'a pas envie de sortir, on n'a pas envie d'aller voir les autres. Et donc, si on écoute spontanément, le corps, il nous invite peut-être simplement, justement, à vivre cette émotion. Là, je fais un petit peu le parallèle avec ce que ça t'explique des émotions. Et que peut-être la tristesse serait justement un moment où, eh bien, on se pose, on fait le deuil de... En général, une tristesse, c'est qu'on a perdu quelque chose, en général. Donc, c'est apprendre à faire le deuil, à accepter, à digérer. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du changement qu'on doit accepter en soi, donc qui demande un temps de maturation, qui demande à ce que, comme on dit souvent, il n'y a que le temps qui permettra d'accepter, qui atténue la douleur. Et le corps nous prépare à ça, nous invite à nous intérioriser, nous pousse à nous couper par nos cinq sens du monde extérieur, à nous mettre sous la couette, à y rester, et à peut-être réfléchir mentalement sur la situation, mais peut-être à laisser ce sentiment aussi évoluer de manière émotionnelle, bien sûr, de le vivre, d'aller jusqu'au bout. S'il faut pleurer pendant 15 jours, un mois, allons-y. Si c'est plus, voilà, faisons-le. Hein. Je referme la parenthèse, mais c'était juste pour un peu une notion qui me vient, parce que de temps en temps, on va avoir envie de bousculer les gens qui sont dans la tristesse. Alors, c'est bien, il faut pas que ça devienne un état. Si ça s'installe dans la durée, effectivement, là, on est plutôt vers la dépression, qui est un état qui n'est pas dans un état habituel de la conscience. Mais si c'est vraiment de devoir digérer un événement qu'on vient de vivre et qu'on est triste pour cette raison-là, là, visiblement, la vie nous invite à prendre ce temps. Donc il faut aussi accepter, quand on est spectateur, qu'une personne a besoin de vivre son émotion. La joie, en général, on partage, il n'y a pas de souci. Quand quelqu'un est en colère en face, on se défend comme on peut, on agit, des fois on contre-attaque. Si c'est la tristesse, eh bien, d'accueillir ce moment, de lui laisser ce moment pour qu'elle le vive pleinement. Ne pas aller dans le déni, en tout cas. Voilà, c'est juste une petite parenthèse que je faisais par rapport à moi, la manière dont j'ai pu vivre des émotions, et c'est ce à quoi, c'est ce qui résonne quand j'entends ces phrases de Seth, pour moi, en tout cas. Seth va continuer justement sur les émotions en disant que nous ne ressentons pas le besoin de dissimuler nos émotions, justement. Hein. Comme de toute façon, ils sont dans la télépathie, eux, ils n'ont aucun besoin de dissimuler ce qu'ils ressentent. Hein. Il avait expliqué, j'en ai parlé dans une séance précédente, que déjà les formes que eux prenaient, ou ce qu'il y avait autour d'eux, dépendaient déjà globalement de leurs pensées, de ce qu'ils étaient en train de ressentir. Donc c'est déjà une image. Donc là, raison de plus, quand ils sont en train de vivre une émotion, n'importe laquelle, ils ne dissimulent pas. Il continue en disant que, car nous savons que ce n'est ni possible, voilà, effectivement, ni souhaitable. Donc là, il va quand même un peu plus loin, et voilà, c'est pour ça que j'ai fait une petite parenthèse juste avant. Seth dit que ce n'est pas souhaitable de cacher ses émotions. Là, l'idée, je reviens effectivement. Voilà, c'était un exemple que j'ai pris sur certaines émotions, mais de manière globale, toutes les émotions que l'on vit, elles doivent avoir une raison
profonde. Même si c'est pour nous indiquer que ce n'est pas bien de refaire tel ou tel événement, c'est une émotion négative, ça nous indique peut-être qu'il faut changer notre comportement. C'est ça. Donc on est en train de refaire un cycle de quelque chose qu'on a déjà vécu. Et donc on va revivre une scène, et peut-être de manière encore plus forte, au niveau du vécu des émotions, parce que justement, on l'a déjà vécu. On se dit, ah ouais, ça, je tombe encore dans mes mêmes schémas. Hein, et là, on revient au mot de schéma que Seth a utilisé un petit peu au début de cette séance, hein, les schémas mentaux. Et nous, on peut avoir des fois ces schémas et les expériences que l'on traverse, telles que je le comprends pour le moment, c'est justement pour nous inviter à sortir de nos schémas, à ouvrir les possibles, à changer de point de vue, à réagir différemment, à comprendre que les émotions ne sont que des révélateurs de ce qu'on vit à l'intérieur. Donc là, c'est vraiment en tout cas très clairement précisé par Seth. Hein. Eux, en plus, c'est même pas possible de cacher les émotions, alors que nous, à la rigueur, on peut essayer, même si ça fait des fois un petit peu illusion, et que voilà, les gens autour de nous sont pas vraiment dupes. Mais en tout cas, ce n'est pas souhaitable, hein. Ni pour nous, ni pour les autres. Hein. Là, c'est moi qui complète, mais l'émotion est une information comme une autre. Donc pourquoi se couper de certaines informations? Pourquoi ne pas s'autoriser nous-mêmes à dire là je suis en train de vivre la colère, la frustration, la culpabilité, l'angoisse. Là j'ai peur. La peur c'est juste un message du corps qui dit là je te déconseille de faire telle chose, il y a telle chose de négatif qui peut arriver. Bon, bah, c'est une information. À partir de là, on peut se préparer, on peut réfléchir, on peut euh, consciemment se dire qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Hein, donc, en tout cas, il y a un message au départ. Et de même, avec les autres, de se dire, bon bah, là, j'ai peur de ça. Avouer aux autres, oui, oui, j'ai peur de ça. Je me sens coupable de ça. Je suis en colère par ce que tu viens de dire. C'est pas je suis en colère contre toi, c'est ce que tu viens de dire déclenche une colère en moi. À moi de comprendre d'où vient cette colère, et peut-être à moi d'essayer de l'expliquer pour que toi, tu saches que quand tu réagis de telle manière, quand tu me dis ça, eh bien ça peut déclencher en moi une colère. Mais encore une fois, ce ne sont que des informations sur notre état d'être. Et c'est quand même ce qui, moi, me semble le plus important dans ce qu'on vit tous les jours. Est-ce que les actions que je fais m'amènent plutôt vers un état d'être posé, avec justement des émotions que je vais considérer plutôt comme positives, ou bien quand je fais telle action, et parce que je le reproduis régulièrement, ça devient un schéma, eh bien, ça me déstabilise mon état intérieur, ou ça m'amène justement à vivre des émotions que je n'ai pas envie de vivre. Bon, il me semble que c'est un petit peu la question qui est posée par Seth à travers ce paragraphe sur les émotions, la manière dont eux le vivent et ce qu'il en dit de leur fonctionnement. Seth, justement, la phrase suivante indique que à l'intérieur de votre système, les émotions peuvent sembler gênantes parce que vous n'avez pas encore appris à vous en servir. Donc, dans notre système, les émotions, c'est plutôt quelque chose de pesant. Hein. On va souvent utiliser le terme de une personne sensible. Oh, lui, il est sensible. Hein. Je ne pense pas, en tout cas, voilà, alors c'est mes croyances limitantes. Hein, j'en parlais à la dernière séance, hein, la notion de croyance. Mais en tout cas, le mot de sensible en général,
tel que je le perçois, est rarement utilisé dans un sens positif. C'est plutôt pour dire, ah lui, il vit des émotions très fortes qui le débordent, qui le dépassent. Et du coup, il se retrouve un petit peu déstabilisé. Hein. Cette notion de, voilà, les émotions, c'est quelque chose qui nous bouscule, qui nous sort de ce qu'on est en train de vivre, le mental un peu posé, et voilà, on avance tranquillement. Mais du coup, on va un petit peu à l'excès, justement, essayer de ne plus vivre ces émotions. Comme c'était un peu un cliché à un moment donné de dire, bah, les garçons, ça ne pleure pas. Hein, on n'a pas le droit d'être triste, on n'a pas le droit d'avoir peur, on n'a pas le droit de souffrir. Bon, mais c'est juste une croyance, ça, c'est une croyance collective, mais c'est une croyance. Euh, oui, les garçons sont des êtres humains, oui, ils souffrent, comme tout le monde. Euh, c'est juste de savoir à eux de comprendre de quoi ils souffrent, pourquoi ils souffrent, et qu'est-ce qu'ils font dans leur vie pour les ramener vers cette souffrance ou les éloigner de cette souffrance. Mais un peu comme chacun. Hein, donc, là, ça utilise le terme de gênant. Hein. Les émotions peuvent sembler gênantes, parce qu'on ne sait pas trop quoi faire avec. Hein, il y a ce côté-là. On est un peu emberlificoté avec nos, nos émotions. Et il y a d'ailleurs un peu tout un courant à l'heure actuelle de bien-être, euh, où voilà, on a un peu des injonctions, il faut être heureux. Hein, nous sommes dans une société de consommation, tout va bien, il faut donc être heureux, vous n'avez pas le droit d'être malheureux. Bon, je caricature bien sûr, mais c'est en tout cas le genre de message qu'on peut voir un peu à droite à gauche. Si vous cherchez le mot bien-être sur Internet, il y a des centaines, milliers de pages, de méthodes, de techniques. On vous invite à trouver le bien-être, il faut rester dans le bien-être. Tout est fait pour être dans le bien-être. Euh, donc, quelle est la place de ce que l'on vit dedans? euh, Au contraire, moi, la question c'est pourquoi est-ce que justement dans une société où on a tout, euh, pourquoi effectivement on continue à chercher le bien-être? Est-ce qu'on croit que c'est un bien comme un autre qu'on peut acheter et donc voilà, on va dépenser de l'argent pour aller vers son bien-être? Qu'est-ce qui nous apporte vraiment fondamentalement le bien-être? Bon, voilà, je pose juste la question. Euh, voilà, le débat serait intéressant, mais Seth n'en parle pas, en tout cas pas à cet endroit-là, et il n'y a pas de réponse toute faite. Et juste pour dire en tout cas que voilà, c'était juste pour faire le lien avec la notion des émotions qu'on peut ressentir. Mais Seth dit simplement que effectivement, on est embêté avec nos émotions parce qu'on ne sait pas trop s'en servir. C'est comme si on les subissait en fait. Hein. Moi, j'ai cette impression-là. On ne sait pas se servir de quelque chose, donc c'est un outil. Mais si on ne sait pas servir d'un outil, bah, c'est l'outil qui nous dirige. Moi, j'ai un peu des fois cette sensation-là. Bon, là, c'est un exemple, il vaut ce qu'il vaut, avec l'informatique. Au départ, l'informatique est un outil qui est mis en place pour faciliter bah, voilà, le côté administratif, la gestion quotidienne, pour échanger avec les gens, pour bon, ça fait plein de choses. Mais on se rend compte que l'outil informatique maintenant est devenu une affaire de spécialistes parce que justement, il sert à tout faire. Voilà, maintenant les impôts aussi, c'est obligatoire. Quel que soit son âge, on est obligé quasiment pour interagir, oui, avec le côté administration notamment, d'avoir un ordinateur, accès à Internet, un compte bancaire, c'est aussi quasiment obligatoire, donc aussi avec voilà, une gestion un peu à distance. Bon, là, je donne quelques exemples comme ça, ils sont sans doute pas corrects, hein, puisque je sais qu'il y a des personnes qui arrivent à vivre sans informatique, mais en tout cas, c'est bon, le monde pousse à ça. Hein. L'outil informatique devient un incontournable, mais en même temps, il devient extrêmement complexe. Écouter de la musique maintenant, bah, il faut savoir gérer un minimum l'informatique. Donc, oui, on va choisir plutôt tel ou tel système, operating system, là, OS, système, je sais pas comment dire en français, opératoire,
bon, le terme m'échappe, bon, Windows, Apple, etc. Euh, pour parce que justement l'interface est plus conviviale. Mais malgré tout, derrière, l'informatique reste compliquée. Et donc des fois, il faut un peu mettre les mains dans le cambouis et aller voir les paramétrages de tel ou tel fonctionnement pour relier des appareils, pour utiliser le, je sais pas, le Wi-Fi, il faut configurer en Bluetooth ou je sais pas quoi. Bon. Donc ça demande d'aller voir un petit peu des fois dedans. Et oui, là on se rend compte que il faut connaître certains mots, techniques, certaines manipulations, certaines configurations, paramétrages. L'outil informatique au départ peut nous échapper petit à petit. Et là, je faisais le parallèle avec les émotions, que au départ, ben, c'est pour nous donner des informations, c'est pour être à notre service. Nous vivons des émotions, mais nous ne sommes pas là pour les subir. C'est-à-dire que, ah, c'est une information comme une autre. Comme si, tiens, aujourd'hui il fait beau. Tiens, là, en ce moment, je suis en colère. Alors là, je le dis froidement parce que je suis en train d'en parler de manière intellectuelle. Quand je vis moi-même une émotion, effectivement, quelle part de moi est en train de me regarder vivre l'émotion et quelle part de moi est en train d'être dans l'émotion. Mais c'est en tout cas ce que cette dit, hein, c'est la distinction, effectivement, comme je viens de dire, entre se regarder, vivre l'émotion et la vivre elle-même. Les émotions, pour Seth, ne sont pas uniquement enfin c'est un outil, mais c'est une source de créativité fantastique. Il l'a dit juste avant, hein, les facettes de créativité, il peut traduire ses émotions. C'est porteur, je dirais de même que les artistes. Il y a quand même beaucoup d'artistes qui, plus ils ressentent des émotions fortes, et pas forcément des émotions positives, plus ils vont avoir cette créativité, hein, plus ils vont avoir cette capacité à créer des œuvres d'art. Alors des fois, il y en a certaines qui sont très tortueuses, très sombres, très noires, peut-être parce que la personne est en train de vivre une émotion triste, de haine, de colère, quelque chose d'assez violent, d'assez fort. Mais ça se retraduit dans la matière physique sous une œuvre d'art qui peut nous interroger, nous faire réfléchir, même si elle nous apporte de l'inconfort, ou qu'elle nous déclenche en nous du dégoût, du rejet, de la haine, de la colère peut-être, etc. Une œuvre d'art peut nous amener à revivre l'émotion que vivait l'artiste au moment où il est en train de la créer. Quelque part, les artistes, alors on va dire souvent que les artistes sont des personnes plutôt sensibles, effectivement, ou que la vie malmène, ou en tout cas qui sont en prise avec leurs émotions d'une certaine manière, et ils vont les exprimer, ils vont transformer la manière dont ils vivent leurs émotions en quelque chose de créatif, de constructif. Et Seth, d'ailleurs, l'exprime, je dirais, à sa manière, dans la phrase suivante, où il dit que eux, de leur côté, hein, quand ils sont dans leur système, nous apprenons enfin le plein potentiel des émotions et les pouvoirs de création qui leur sont liés. Voilà. Nous apprenons enfin leur plein potentiel et les pouvoirs de création qui leur sont liés. Donc, on est bien dans cette créativité liée aux émotions. Oui, voilà, de mon point de vue, c'est vrai qu'une œuvre d'art, elle, une des meilleures représentations qu'on peut avoir, il me semble, dans le monde physique, mais y compris une œuvre musicale, par exemple. Voilà, quand on explore les différentes facettes des œuvres possibles, hein, c'est pas que graphique, ça peut être voilà tout ce qu'on peut vivre. Alors un grand chef culinaire va aussi mettre de l'émotion et nous invite à revivre une émotion quand il crée un plat. On est dans ce lien-là. Donc là, Seth utilise le mot de pouvoir de création. Les émotions sont liées à ce pouvoir créatif. C'est
ce sont des mots qu'il va relier plusieurs fois dans son livre. L'émotion, la création et l'intensité. L'intensité dont on vit une émotion qui amène donc à une création particulière. Voilà, je ne sais pas si ce passage est forcément clair, j'ai en tout cas essayé de vous donner différents exemples que moi j'ai vécu dans ma vie, donc c'est pas forcément effectivement bien sûr la manière dont vous pouvez le vivre. Bon, en tout cas, ça peut vous amener en complément des phrases elles-mêmes de Seth, peut-être d'autres manières de laisser résonner un petit peu ces différents concepts. Seth, et donc Jane et Robert, là, ils arrivent à la fin de leur session. Donc Seth va dire à ce moment-là, nous allons arrêter là notre session. Robert approuve en disant d'accord. Et puis Seth enchaîne, mes sincères salutations à vous deux et un chaleureux bonsoir. Voilà, toujours des formes assez de politesse, chaleureux bonsoir. Robert va faire un petit commentaire en disant bonsoir Seth, c'était très bien. Et Jen va enchaîner, donc, toujours en parlant pour Seth, justement, et Robert note, voilà, parlant toujours pour Seth, Jen se penche en avant, et avec humour, Seth va dire à Robert, vous êtes notre premier lecteur. Voilà, parce qu'il est toujours en train d'écrire le livre, donc effectivement, Robert a la double tâche d'écrire concrètement le livre et d'être le premier lecteur, en effet. Ce à quoi Robert répond oui, c'est un plaisir. Il est 23h37 et Robert conclut en disant que Jen dit qu'elle était complètement ailleurs pendant sa transe, donc, et que tout ce qu'elle sait, c'est que Seth a parlé des émotions. Donc on voit qu'elle garde simplement un peu les concepts généraux en gros du dernier paragraphe qu'on vient de voir ensemble. Et nous enchaînons donc avec la 4e session sur le livre, session 514, lundi 9 février 1970. Il commence à 21h35. Carl et Sue Watkins et leur bébé Sean assistent à cette session. Commentaire de Robert. Carl et Sue font partie du cours de perception extrasensorielle de Jen. Donc là, voilà, pour expliquer ceci, si vous n'êtes pas encore au courant, Jen, dans ses activités, donc elle écrit effectivement encore des livres. Je crois qu'à cette période, elle travaille encore. Donc en tout cas, à une époque, elle était dans une galerie d'art. Je ne sais plus exactement sa fonction. Elle doit être assistante. Enfin, elle présente ou elle organise les expositions. Voilà, je ne sais plus exactement. Et dans ses expérimentations, elle a ouvert, je ne sais plus quel jour en semaine, un cours de perception extrasensorielle où elle a plusieurs personnes qui viennent chaque semaine et en se basant sur l'expérience qu'elle a avec Seth, et d'ailleurs des fois Seth arrive quand elle est en état de transe, des fois pendant les sessions pour commenter et donner des indications pendant les sessions. Et elle va donc voilà, faire ce cours pour essayer d'aider les personnes qui viennent à développer leur propre perception, donc extrasensorielle. Un jour, Seth avait dit ça aurait été plus judicieux de l'appeler perception intrasensorielle, puisque lui, il invite plutôt à se tourner vers les sens internes que chercher vers les sens externes. Mais là, c'est dans le sens, en fait, de ce que nos sens physiques ne perçoivent pas. Hein, c'est le cours en tout cas qu'ils ont pour essayer de développer ces parties-là. Et c'est donc aussi quelque part ce à quoi nous invite Seth quand il nous demande d'observer la réalité sous toutes les formes qu'elle a, y compris celles qu'on ne perçoit pas directement par nos sens. La session commence, Seth dit à ce moment-là « Bonsoir ». Robert répond « Bonsoir, Seth ». Seth enchaîne. Bonsoir à nos amis.
donc avec les invités de la session. Vous êtes venu voir un auteur au travail. Nous allons donc continuer le chapitre 2, si vous le voulez bien. Donc, directement, en début de session, 7, enchaîne directement. Et il commence avec le mot classique. Maintenant, comme nous nous rendons compte que notre identité ne dépend pas de la forme, nous ne craignons pas d'en changer. Nous savons que nous pouvons adopter toutes les formes que nous désirons. Donc là, à nouveau, vous voyez qu'il enchaîne directement. C'est la suite de la phrase de leur session précédente, où ils s'atteignent en disant « Nous apprenons enfin leur plein potentiel et les pouvoirs de création qui leur sont liés au niveau des émotions. » Donc lui, voilà, la phrase suivante, il poursuit directement. Entre les deux, c'est juste des commentaires pour passer d'une session à l'autre. Donc il est toujours en train de parler, en tout cas de lui, ce qu'il vit avec les personnes qui l'accompagnent dans sa réalité. Il répète donc qu'eux, ils ont bien cette conscience que leur identité propre n'est pas liée à leur forme, il vient bien donc de leur conscience qu'il y a derrière. Donc comme ça ne dépend pas de la forme, ils ne sont pas gênés pour changer de forme. C'est pas ce qu'ils perçoivent a priori en premier des autres individus, entités autour d'eux. Donc ils changent en permanence de forme. Ce n'est pas une crainte pour eux. Et donc il dit effectivement que nous savons qu'on peut adopter toutes les formes, tout ce qu'ils veulent. Il continue, paragraphe suivant, en disant « Nous ne connaissons pas la mort, selon vos termes. » Là, il est bon effectivement de se rappeler, parce que c'est un concept qui, dans notre vie, nous, quotidienne, elle est très présente. Nous, on parle de notre vie. Elle commence à la naissance. Voilà, on va grandir, on va expérimenter plein de choses, et bon, vers la fin, qu'on y soit préparé ou pas, la vie telle que nous on la connaît, on la comprend, elle s'arrête et on appelle ça la mort. Car le corps physique devient inerte. On n'a plus de possibilité d'interaction par le corps physique. Après, ce qu'il arrive, c'est effectivement propre à chacun de ses croyances, la manière dont il voit ce qu'il se passe avant ou après. Il nous a dit, répété plusieurs fois dans ce livre, pas que la mort c'est le commencement d'autre chose. Donc effectivement, eux, dans leur expérimentation, c'est pas qu'ils connaissent pas la mort, c'est juste que ils savent qu'ils vont choisir le moment où ils vont arrêter telle ou telle expérience, telle ou telle personnalité. Nous, visiblement, la mort, elle est décidée par nous-mêmes, comme tout ce qui nous arrive, mais d'un point de vue inconscient. Donc, comme c'est inconscient, nous, dans notre quotidien, on est un peu dépourvu. Parce qu'on agit avec notre conscience, notre mental. Donc, il nous arrive des choses qu'on n'était pas forcément préparé. Donc, c'est pour ça que cette notion de mort, il redit, voilà, selon vos termes, nous, c'est, je dirais, soit quand on est confronté à la maladie, soit quand on est en train de perdre des proches, soit quand on est proche de la fin de vie. Enfin, voilà, il y a différents moments dans la vie où on est plus sensible à cette notion de mort. On peut réfléchir sur le sujet ou on peut l'éviter parce que justement, on n'a pas envie de trop y réfléchir. Parce qu'on sait que ça va finir, mais bon, on n'a pas envie de savoir comment, pourquoi. Mais c'est quand même un concept qui est important, qui parle à tout le monde, hein, que l'on accepte d'en parler ou pas. Eux, ils voient le fonctionnement de la mort. Ils voient ce passage.
Seth a même dit à un moment donné que la naissance était plus violente que la mort. Ce sont deux passages différents. Deux passages d'un plan de réalité à un autre. Donc il y a rien d'extraordinaire selon lui. Puis il disait à un moment donné qu'il faudrait qu'on passe par beaucoup de morts avant de rejoindre le plan sur lequel lui il est. Donc on voit que visiblement on va en expérimenter. Je crois qu'il avait dit à un moment donné dans une phrase une infinité d'expériences. Ou que lui, il a tellement vécu d'expériences qu'il ne se souvient pas de toutes, il peut pas les compter. Donc c'est ce rapport à la mort qui est complètement différent. Et que comme eux ils savent que c'est un passage, ça les inquiète pas, c'est juste à un moment donné, on va aller vers autre chose. Donc c'est une forme parmi d'autres pour eux, parce que là on est dans cette relation entre la forme et la conscience. Il continue en disant que notre existence nous entraîne dans de nombreux environnements et nous nous y mêlons. Et là, Robert précise entre parenthèses qu'il fait un geste, peut-être avec les mains, je sais pas, un geste de s'y mêler. Donc, ils vont dans des systèmes très différents, ils voyagent, Seth avait utilisé ce terme-là de voyager, et ils y rentrent pleinement. Nous nous y mêlons. Pour moi, c'est dans le sens de vraiment rentrer concrètement dans tous les us et coutumes, dans toutes les règles intérieures, dans le fonctionnement particulier de chacun des plans d'existence différents. Et c'est pour ça qu'il parle de changer de forme. C'est-à-dire que c'est la même conscience, mais que la conscience va décider de rentrer dans un plan particulier et d'en accepter toutes les limites, les contraintes, les règles intérieures. Là, tout de suite, il me vient une image du film Vice Versa. Enfin, film, c'est une animation, je crois, de Pixar. Disney Pixar. Pareil, je mettrai en commentaire quand je dis des bêtises comme ça, je corrige après par la suite. C'est en tout cas, alors là aussi, moi, lui, je le trouve vraiment intéressant. On voit les émotions dans la tête. Donc là, c'est une adolescente, donc on voit toute l'histoire, la création, enfin la naissance en tout cas, voilà, de la personnalité, avec au début, dans le cerveau, une console très simple, il y a une émotion unique. Je crois que c'est la joie, justement, qui vient uniquement. Et puis tout d'un coup, il y a la tristesse aussi qui va débarquer. Donc, elles vont se répartir la manière d'appuyer sur le bouton du tableau de bord. Et puis en grandissant petit à petit, il y a de plus en plus de fonctions qui arrivent. Donc le tableau de bord, excusez-moi, il évolue. Il y a de plus en plus de touches, de boutons, de manières d'agir. Et le film, voilà, le cœur de ce film, de cette animation, se passe au moment de l'adolescence. Une période un petit peu bousculée, au début en tout cas, voilà, tout début de l'adolescence. Et on voit donc les émotions qui, à tour de rôle, vont discuter, échanger et donner des indications au niveau du cerveau. Donc je trouve intéressant à ce niveau-là, au niveau de la réflexion, de savoir, oui, qu'est-ce qui nous guide? C'est exactement ce qu'on disait juste avant. Donc il y a les émotions essentielles qui sont définies, qui sont présentées et donc qui vont agir à tour de rôle. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que à un moment donné, voilà, il y a les émotions, il y a la joie notamment qui part explorer un petit peu le cerveau, donc malgré elle, et elle traverse différentes parties du cerveau, et notamment la partie abstraite. Et donc on voit, elle passe donc d'un monde, on va dire une réalité physique. Elle est dans le cerveau, donc c'est une réalité physique. On voit tous les souvenirs qui sont entassés dans des grands rayonnages, sous forme de petites boules lumineuses. Et puis à un moment donné, ils veulent passer, voilà, par cette partie. Donc oui, je crois que c'est ça. Je sais plus comment il l'appelle. Bon, ça doit correspondre à une vraie zone du cerveau, du cortex.
Donc c'est là où sont créés les concepts abstraits. Et comme ils passent à l'intérieur, ils deviennent petit à petit des concepts, et de leur forme 3 dimensions, petit à petit, ils se transforment en 2 dimensions. Et donc c'est amusant de voir justement que la même entité, là pour le coup je fais le parallèle avec ce que ça t'exprime, va prendre une forme petit à petit différente, en se transformant jusqu'en 2 dimensions, et elle va trouver une astuce que vous regarderez justement en regardant cette animation pour sortir de la zone en utilisant les limites ou le fonctionnement propre au fait d'être en 2 dimensions, qu'elle n'aurait pas pu faire en 3 dimensions, parce qu'il n'arrive plus à courir du coup en 2 dimensions. Et voilà, pour moi c'est exactement cette illustration de dire que en fonction des univers dans lesquels on est, donc des plans dans lesquels on est, le fonctionnement est différent. On peut être en 3D ou en 2D, monde physique ou monde abstrait, etc. Et que du coup notre forme va être différente et qu'on va devoir réagir de manière différente. Voilà, donc c'est une autre manière d'exprimer, de se représenter la manière dont cette voyage finalement d'une réalité à une autre et comment il doit s'adapter. Il va justement préciser dans la phrase suivante que concernant la forme, nous nous conformons aux règles en vigueur. Se conformer. C'est amusant parce que du coup, il y a ce mot de forme justement dedans, conformer, prendre la forme. Je crois que c'est comme la compassion, ça veut dire avec, prendre la forme avec, il me semble. Voilà, en tout cas, rentrer dans la même forme au niveau des règles en vigueur. Et vous voyez, donc ça peut donner d'autres possibilités, ou au contraire, des contraintes, des limites. Et il continue en disant, et nous adaptons nos méthodes pour qu'elles puissent être comprises par des personnalités qui se font une idée différente de la réalité. Voilà, donc là, bon, pas grand-chose de nouveau, il réexprime sous une forme différente ce qu'on avait vu dans la dernière séance, avec son rôle justement d'éducateur, et qu'il adapte. Voilà, en permanence, il doit se faire en fonction, composer les outils qu'il utilise avec les règles, dans le fonctionnement qui est propre à l'endroit où il se trouve. Et a priori, quand il parle de défi, pour moi, il parle vraiment de ça. C'est-à-dire que si on revoit ce qu'on a dit depuis le début de cette session, à la fois à la conscience de tout ce qu'il est en train de vivre, toutes ses formes. Donc, il a la conscience, peut-être même de son entité. Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, de la personnalité qui est en train d'expérimenter la connexion avec Jen. Donc, une partie de lui est dans Jen, est occupée en tout cas à dicter des concepts à travers Jen. Mais il y a des centaines, des milliers, peut-être une infinité d'autres actions qu'il va faire en parallèle dans d'autres réalités, et chacune de ces autres réalités a son propre fonctionnement. Donc il doit en permanence s'adapter aux règles de chaque environnement. C'est comme quand on voyage dans différents pays, j'en avais parlé la dernière fois. Il faut respecter les us et coutumes du pays où on est. Certains gestes, certains mots, certaines manières de se comporter sont des blasphèmes, sont interdits, sont très mal vus dans certains pays, alors qu'ils sont complètement autorisés, voire sont des mots, comment dire, des comportements complètement adéquats. Si je ne me trompe pas, là, c'est peut-être un cliché, mais moi j'ai compris que de rôter à la fin d'un repas dans certains pays arabes était bienvenu, montrait qu'on avait suffisamment mangé, en tout cas, ou que la nourriture était bonne. Je ne sais pas exactement le sens. Alors, je suis peut-être en train de dire un gros cliché, et c'est peut-être complètement faux, mais voilà, moi j'avais compris ça en tout cas. Bon, bien entendu, vous savez que par exemple en France, ou dans la plupart des pays, en tout cas occidentaux, il me semble que rôter, c'est à peu près universel.
c'est pas très bien vu. En Inde, on utilise sa main gauche pour se laver les fesses quand on va aux toilettes. Donc cette main gauche est réservée uniquement à ça et aux tâches sales. Et donc on va manger avec la main droite, on mange avec les mains. Ou quand on tend la main pour récupérer quelque chose, c'est toujours avec sa main droite. On sert avec la main droite, même si on est gaucher. On ne tendra jamais sa main gauche à quelqu'un, voilà, c'est malpropre. Donc, vous voyez, c'est juste quelques exemples comme ça euh, d'actions, de gestes qui sont bien vus d'un côté, qui peuvent être mal vus de l'autre. Eh bien, Seth, le défi lui qu'il a, c'est d'avoir en même temps, c'est comme s'il était dans tous les pays en même temps, en train de vivre plein d'expériences en même temps, et que donc il doit s'adapter euh, pour envoyer le bon geste, la bonne attitude dans chacune de ses personnalités. Vous comprenez que si voilà, il tend la main gauche pour dire bonjour, donc ça peut être tout à fait correct en France si on est gaucher, que quelqu'un est gaucher en face de nous, ou qu'on voit qu'on a la main droite prise, ou peu importe. En Inde, ne le faites jamais, si j'ai bien compris hein, la coutume. Vraiment, il me semble que c'est très très mal vu. C'est un peu offensant, en tout cas. Où la personne en face, je ne crois pas qu'elle vous tendra sa main gauche, elle ne vous la serrera pas. Donc si cette envoie l'information sur la mauvaise personnalité, vous voyez que ça peut amener des quiproquos ou des situations vraiment embarrassantes. Donc c'est ça un petit peu que je vois comme son grand défi à lui de gérer toutes ces informations-là. Voilà, donc il dit se conformer aux règles en vigueur, hein, en tout cas dans les environnements. Il confirme donc dans la phrase suivante, nous sommes tous enseignants. Donc là, c'est même plus fort, c'est-à-dire que, bon, on savait que c'était un enseignant, il avait déjà dit que les personnes qui sont à côté de lui ont les mêmes défis, ont à peu près les mêmes choses, mais là, il dit, bah, oui, nous, en fait, c'est un plan de l'existence particulier où ce ne sont que des enseignants qui vont là. Hein, donc on comprend bien effectivement qu'ils ont des défis qui leur sont propres, qui sont dans le même schéma d'évolution et que ils collaborent, qu'ils vont travailler ensemble, en tout cas qu'ils peuvent, mais en tout cas qu'ils se comprennent et qu'ils sont dans ce courant-là. Hein. Et nous adaptons nos méthodes pour qu'elles puissent être comprises par des personnalités qui se font une idée différente de la réalité. Bon. Donc, bon, là, voilà, fin de la phrase, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Moi, ce qui me semble intéressant, c'est effectivement de retenir que Seth est dans un endroit particulier où il n'y a plus que des enseignants. Et donc, c'est voilà, comme s'il voulait développer un peu cette expertise, là je le dis avec mes mots, pour aller jusqu'au bout de ce que ça peut être l'apprentissage. Mais donc, on imagine un apprentissage où ils vont enseigner à plein de personnalités en même temps, dans plein de réalités différentes, physiques, non physiques, etc. Et de réussir à tout gérer en même temps. Oui, effectivement, ça doit représenter un défi vraiment particulier et ça peut, quand on a cette capacité-là, être tout à fait intéressant et je comprends mieux en tout cas à ce moment-là pourquoi Seth indique que son existence présente est celle qui lui donne le plus de plaisir, hein, c'est ça, il disait, c'est la plus plaisante en tout cas, hein, de par ce qu'il réalise. Bon là, nous arrivons à la fin d'un paragraphe. On regarde vite fait un petit peu voilà le reste. Bon, oui, on enchaînera la fois suivante, je pense. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait bientôt 1 heure. Bon, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout. Nous continuerons donc la prochaine fois, semaine prochaine. Je continue là pendant les vacances de Noël en tout cas. Merci beaucoup pour votre attention et